aborder la crise la plus grave de la planète du moment. Oui, crise qui peut conduire à une troisième guerre mondiale si on la prend mal. L'élimination physique de Vladimir Poutine. S'ajoutent à cela les promesses faites à notre pays de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce vers l'Est. Je le répète, ils ont menti, ou en termes populaires, ils nous ont tout simplement arnaqués. La bamba vole pas, oh c'est pas trop la nouba. La rumba c'est narbo, mais nous y'en a savoir pas. Parler de Poutine, Ah oui. je sais que vous divisez beaucoup sur ce sujet. Alors selon vous, Poutine fait partie intégrante du système mondialiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je vous cite un exemple. La City de Londres, qui est le premier centre de la mafia planétaire, a des citoyens d'honneur. Vous saviez ça, qu'il y avait des citoyens d'honneur? Ouais, non. George Bush, alors je ne sais plus si c'est le père ou le fils, citoyen d'honneur de la City de Londres. Ah ben, vous avez aussi Vladimir Poutine. Pour quelqu'un qui est rebelle au système, bon. Mais, blague à part, c'est un élément, mais il y a une chose d'abord. Vous avez l'Union soviétique qui s'est cassée la figure. Officiellement, donc c'est décembre 1991, la mutation officiellement, enfin 1989, 90, 91. Comment se fait-il que ce système, qui dure à peu près 70 ans, qui s'est cassé la figure en tournant des années 90, les mêmes gens qui étaient au pouvoir dans le cas de l'Union soviétique, ce sont les mêmes qu'on retrouve au lendemain de la chute de l'Union soviétique. Imaginez l'Allemagne nazie qui en 1945 s'écroule et tous les dirigeants nazis, tous les Heydrich, tous les Goebbels et compagnie, on les retrouve, peut-être pas les chefs, mais en tout cas les seconds et les sous-seconds, on les retrouve dans les autres partis, la CDU, le SPD, la CSU, etc. On dit attendez, mais il faut dire qu'il faut être franc. Il y a eu quand même certains nazis qu'on a retrouvés voilà, et en Allemagne. Mais vraiment, disons que les nazis qui occupaient des postes élevés, on ne les a pas retrouvés, sauf exception, je pense que c'est quand même l'exception de Einstein, président de la Commission européenne de l'époque, qui était quand même un ancien nazi. Il ne faut pas oublier ça, mais ça, bon, le système recycle. Et il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme. Donc tous les apparatchiks du système de l'Union soviétique, on les retrouve sous d'autres étiquettes politiques dans la Russie de la Sienne et jusqu'à aujourd'hui avec Poutine. Il y a le fait que Poutine ait lancé fin 2011 l'Union eurasienne supranationale. Il a bien dit, hein, c'est sur RIA Novosti que j'avais lu ça. Bon, ben, supranationale, il aurait dit. Là, j'avoue que j'aurais été un peu, même beaucoup chamboulé, en tout cas, oui, s'il avait dit une création d'une union entre États conservant leur souveraineté. Alors, je dis, ah oui, là c'est très bien, non, on a supranational, comme l'Union européenne. Il dit d'ailleurs que l'Union eurasienne ferait le pont entre l'Europe, l'Union européenne et le bloc asiatique, je ne sais plus comment il prend, l'Asie-Pacifique, je crois que c'est l'expression qu'il utilise. Voilà, c'est. Il n'empêche que Poutine va dire des choses justes, mais ça reste supranational. Et puis, vous savez, regardez les gens qui l'entourent. L'oligarchie qui entoure Poutine. Avec quelle origine? Ben, la même qu'on trouve à la City de Londres ou à Wall Street, originaire des rives du Jourdain. Vous avez des rivalités entre ces gens. Vous savez, le monde juif est farci de rivalité terrible. Et en fait, c'est la faction juive russe qui s'oppose à la faction juive anglaise, qui elle-même est liée à la faction juive américaine. Dans la répartition du gâteau, c'est ça le truc. C'est un partage du gâteau, et l'affaire de la Syrie, où Poutine s'est opposé, il s'est opposé parce qu'il y a la faction occidentale qui veut manger une part du gâteau que lui veut conserver, entre autres avec la Syrie et la base militaire russe de Tartous. Bon. Il faut suivre pas les élections, mais les Jeux Olympiques à Sochi, puisque je rappelle que durant l'été 2013, le patron du service secret saoudien, le prince Bandar, a eu une discussion de plusieurs heures houleuses avec Poutine pour lui demander de lâcher prise sur la Syrie, et en échange, il lui promettait des Jeux Olympiques à Sochi qui se passeraient bien.
et que les Tchétchènes, c'était lui qui les dirigeait. Les 2 attentats qui ont eu lieu à Volgograd, le prince Banda, à mon avis, ne doit pas être très loin dans cette histoire. Et alors, ce sont des rivalités. Vous savez, je pense toujours à Al Capone avec les rivalités avec l'alcool, la prohibition. Vous avez des groupes qui se partageaient à marcher, se taper dessus. C'est pas parce que l'un recevait des coups qu'il était le gentil que celui qui donnait le coup était le méchant. C'était un fort qui tapait sur le plus faible. Bon, c'était les répartitions des activités pour la prohibition. Il y en a un qui voulait un marché plus important, un secteur plus important, et donc boum, il tapait. Voilà, là c'est la prohibition, ils se tapent entre eux. Donc, et puis il n'y a pas de gentil de méchant. Hein. Il y a un fort qui a raison. Mais comment expliquer l'attrait qu'ont de plus en plus de patriotes à l'égard de Poutine et de la Russie? Alors il y a d'abord une réaction humaine qui est tout à fait naturelle, qui est que dans notre chute, on a l'instinct de survie qui cherche désespérément un dirigeant, un chef d'État qui en impose, qui donne l'impression, et plus que l'impression même, de vouloir changer de cap. Et évidemment, que ce soit François Hollande avant Sarkozy, ça désespère, ou Chirac, n'en parlons pas, ou Mitterrand, qui sont tous des apparatchiks du système qui ont vendu le pays. Donc c'est une réaction normale. Bon, mais ce n'est pas parce que l'apparence est bonne que le fond l'est. Je n'ai oublié ça. Et les gens, malheureusement, ne voient souvent que les apparences. Et puis ne jamais oublier une chose. Et ça, c'est le problème des gens déchristianisés, c'est que la révolution de 1917, la révolution bolchevique, est une révolution d'essence satanique. Et la Russie ne peut réellement se relever que lorsque cette marque de 1917 aura été détruite, comme l'a demandé à Sainte Vierge à Fatima en 1917, la consécration de la Russie à son cœur immaculé, qui est le contrepoison pour effacer la marque satanique. Tant que la Russie n'a pas effacé cette marque, tous les dirigeants qui viendront ne seront pas bons. Comme pour la France en 89 avec le Sacré-Cœur, c'est la même histoire. C'est comme la confession. La confession pour une personne, c'est être en harmonie avec Dieu et on doit se confesser. Même quand on peut dire des choses justes, on peut faire des choses justes tant qu'on ne s'est pas confessé, on n'est plus ami avec Dieu entre guillemets. Et bien c'est pareil pour les États. Tant qu'il n'y a pas eu la confession, c'est-à-dire la disparition d'une marque, d'un baptême, parce que 1917 c'est un baptême satanique comme 89 pour la France, tant que ça n'a pas été effacé par une consécration qui est l'antidote, tous les chefs d'État qui succèdent ne peuvent pas être bons. Ils peuvent dire des choses justes, ils peuvent faire des choses justes, mais l'essence à la base est fausse. Et ça, ce concept-là est complètement ignoré, incompris et ridiculisé par les 9 dizaines de personnes qui ont l'esprit javelisé par le rationalisme. Voilà. Donc je sais que ce que je dis est incompréhensible, sauf quelques-uns qui ont gardé un esprit classique, structuré, vieille France. Et je sais qu'il y a des rabbins qui me comprennent tout à fait quand je dis ça. Mais ils ne sont pas dans le bon camp pour moi. Alors, vous avez parlé au-delà de l'étho-germano-anglo-saxon, de l'emprise aussi du judaïsme sur ce milieu. Oui. Quel est aujourd'hui le rôle d'Israël dans le monde et dans les relations internationales et dans le nouvel ordre mondial? Alors, Israël est un instrument, c'est pas le moteur. Le moteur du judaïsme talmudique, c'est d'abord le judaïsme talmudique en lui-même, mais une de ses activités, c'est le noachisme, parce que la gouvernance mondiale, c'est quoi? Une gouvernance mondiale pour gérer l'humanité entière. Des blocs continentaux qui eux-mêmes, la finalité de la finalité, c'est de les dissoudre pour créer une région monde, avec une humanité indifférenciée. Et quand je dis humanité indifférenciée, les gentils ce sont les non-juifs. Et dans le noachisme, et c'est le cœur de la philosophie mondialiste, c'est instaurer une hiérarchie d'une humanité composée de non-juifs, dirigée par un peuple prêtre, intermédiaire entre le Dieu unique et les gentils. C'est ça la finalité. Et le noachisme rentre dans cette histoire, je rappelle, par exemple, en 1240, lorsque vous avez eu, au temps du règne de Saint-Louis, une confrontation entre les rabbins et le clergé catholique de l'époque. Les rabbins, c'était Yéel ou Yéel de Paris, le rabbin de l'époque qui dirigeait qui participait à cette confrontation avec le clergé catholique de l'époque, en 1240. Il disait que pour
pour les chrétiens, c'était les lois noachides qui devaient les gérer. Donc c'est un truc très ancien. Et la finalité, c'est donc imposer un modèle de religion universelle pour les non-juifs, gérant l'humanité. Et vous avez déjà des signes avant-coureurs, c'est quand même incroyable, et ça tout le monde peut le vérifier. Une loi adoptée par le Congrès des États-Unis, une loi du 26 mars 1991, qui dit que les lois noachides sont les lois qui constituent le socle de la société américaine. Et les lois noachides, évidemment, sont anticatholiques, puisque c'est contre la messianité du Christ, etc. En fait, c'est la tentative de la revanche de la synagogue sur l'Église, c'est ça le truc. D'ailleurs, c'est très intéressant de se rappeler que lorsque le pape François est élu pape le 13 mars 2013, il a reçu les félicitations de Naïbrite d'Argentine. Alors que la maçonnerie et le judaïsme ont toujours été condamnés par l'Église, il est quand même étonnant et anormal que la maçonnerie juive, parce que Naïbrite c'est la maçonnerie juive, soutienne l'élection du Cabe Christ, qui en temps normal était toujours leur ennemi. C'est là où on se dit qu'ils ont vraiment gagné. Et quelle est l'influence du lobby juif ou du lobby pro-israélien sur la France et sur la politique française, intérieure comme extérieure? Oh, ben écoutez, vous avez des représentants, on va dire c'est une banalité, le CRIF, qui ne représente pas tous les juifs, il ne faut quand même pas oublier ça, mais enfin c'est eux qui sont aux manettes. Bon. Un sixième, par exemple? Oui, ben vous savez, il ne représenterait qu'un centième, quand on est aux manettes, quand on tient les médias, quand on tient la finance, suit des éléments clés, bon. J'insiste, beaucoup de la France, oui, avec l'affaire du donné en particulier, mais j'insiste sur les lois noachides qui vraiment doivent constituer l'armature, et les droits de l'homme rentrent dans cette armature-là. C'est, je ne sais plus son prénom, mais il s'appelait KN, qui faisait partie de l'Alliance israélite, un truc comme ça, au XIXe siècle, qui disait au XIXe siècle que les droits de l'homme avaient été le Messie. Les droits de l'homme adoptés par la Révolution française avaient été le Messie pour le judaïsme. Parce que les droits de l'homme, c'est la version noachide, laïcisée, entre guillemets. Et donc ça rentre parfaitement dans le basculement en faveur d'une religion universelle, gérant l'humanité. Je rappelle que le principe de religion universelle, vous savez d'ailleurs pour le mois de... Normalement, je crois que c'est le mois de mai 2014, à Bruxelles, une semaine de toutes les religions du monde pour créer une religion universelle. Ils se réunissent régulièrement. Et il faut dire que comme c'est une chose ancienne, cette première réunion pour cette religion universelle avait été lancée à Chicago en 1893. Il faut dire qu'ils ont une vue très, très, très longue. Voilà, et donc ils ont leur relais en France. Il suffit de regarder notre classe politique, tous les Valls, tous les Hollande, tous les Sarkozy qui reçoivent à chaque fois qu'ils font des réflexions devant le Ménora, ou que ce soit Angela Merkel. Bon, très intéressant aussi de voir les épouses d'Emmanuel Valls. Et vous avez une vidéo de Valls qui jure sa fidélité à Israël du fait de son mariage, entre autres, avec cette violoniste, je ne sais pas comment elle s'appelle. Enfin bon, j'ai envie de dire, mais on peut pas épouser les Finlandaises, donc pour changer. Bon, Finlandaises ou taïwanaises. Enfin, curieux, hein, c'est curieux. Il faut réussir pour faire certaines choses. Ma dernière question a porté sur l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement la situation pour qu'on ait un point de vue global? Alors l'Ukraine est le symbole parfait de la rivalité entre le bloc euro-atlantique, Empire des mers, l'Europe, l'Union européenne associée, ou plus exactement soumise au monde anglo-saxon, anglais, américain, c'est le bloc euro-atlantique d'un côté, et de l'autre l'Empire terrestre, la Russie, j'allais dire Eurasia, pour reprendre Orwell, Eurasia face à Océania, parce qu'en fait, pour la 1984, il y avait Océania, Eurasia, Estasia, je devrais dire Estasia d'ailleurs, Eurasia, donc Eurasia, ça va un peu ensemble. Dans son livre Le Grand Échiquier, Brzezinski disait que l'Ukraine était le pivot essentiel, que si la Russie perdait le contrôle de l'Ukraine, elle ne serait plus un empire. Et l'Ukraine est vraiment
le territoire de la rencontre de deux mondes, où celui qui remporte la mise s'assure vraiment, en tout cas un atout certain, obtient un atout certain sur son adversaire. Donc là vraiment on a affaire à un combat où vous avez les idiots utiles à Kiev, qui ne comprennent pas qui sont les jouets, parce qu'il ne faut jamais oublier que ceux qui soutiennent le rattachement de l'Ukraine à l'Union européenne sont soutenus à mort par des ONG allemandes, mais aussi américaines. Je rappelle, lors de la première crise de l'Ukraine, dans les années 2004, 5, 6, je ne me souviens plus exactement la date, vous aviez une ONG américaine qui était dirigée, enfin qui soutenait donc le mouvement d'indépendance d'Ukraine en faveur de l'Union européenne, et cette ONG américaine était dirigée par James Wolzek, qui était quand même l'ancien patron de la CIA. Vous avez des petits trucs comme ça qui sont amusants, comme je cite toujours le représentant de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en 2001, en Biélorussie, un Allemand qui s'appelait Hans Jörg-Wick, qui était quand même l'ancien patron du BND, des services secrets allemands dans les années 80. Enfin, c'est amusant de voir comme les services secrets se recyclent dans les trucs humanisme, peace and love, droit de l'homme, enfin, de la crème. Et ce qui est toujours sidérant, c'est de voir les gens qui se font avoir, qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être manipulés. Mais enfin, peut-être qu'ils sont en mentalité d'esclaves, donc ça explique leur comportement. Donc on a un combat entre la puissance des mers, le monde anglo-américain avec l'Union européenne qui est le nain et l'être servile, le serf, et puis le monde eurasiatique avec Poutine en tête, qui se battent sur un échiquier, et il y a une place forte à maintenir, à conquérir, c'est l'Ukraine. Alors je parle, ils se tapent dessus, 50-50, bon. C'est pas un gentil contre un méchant, hein. C'est pas ça, il faut arrêter avec les sentiments. Dans les relations entre États, il n'y a pas de gentil de méchant. Voilà. La seule exception que je mettrais, c'est au XIIIe siècle avec Saint-Louis. D'ailleurs, Saint-Louis a été choisi comme arbitre des relations européennes, parce qu'il était d'une telle honnêteté et droiture morale. Voilà, c'est la seule exception que je citerai. Mais en dehors de cette exception, le reste, c'est... Une sainte exception. Ah oui, c'était un modèle. S'il était considéré comme un arbitre, les gens allaient le chercher. C'est que vraiment, il avait prouvé par son comportement qu'il était d'une droiture et d'un sens du jugement, avec tous les nuances qui vont avec. Bon, mis à part ce cas très particulier qui s'est produit une fois dans l'histoire de France, et même dans l'histoire du monde, je n'arrive pas à trouver d'autres cas. C'est le plus fort qui l'emporte. Donc il n'y a pas de... Puis aujourd'hui, le système oligarchique russe qui s'oppose au système oligarchique anglo-américain et l'oligarchie juive russe qui s'oppose à l'oligarchie juive anglo-américaine. Ils se tapent entre eux. Pour finir l'entretien, est-ce que vous pourriez terminer sur un mot d'espoir pour la France ? Il y a un renouveau. Oui, il y a un renouveau qui est assuré. Mais mon hésitation, en fait, la réponse, elle serait automatique. Je l'ai tout de suite. Si je mets du temps à répondre, c'est à cause de vous. Je vous en prie pas. C'est qu'on a affaire, la plupart des gens qui sont intéressés par ces sujets-là, et ce n'est pas une critique, ce n'est pas un reproche, sont des victimes de système. Ils n'ont pas de formation classique, ils n'ont pas une éducation structurée, ils n'ont pas une formation catholique leur donnant un système immunitaire, les rendant imperméables aux poisons actuels. À titre personnel, j'ai eu cette chance, grâce à ma famille, ce qui fait que, sauf exception, parce qu'on n'est jamais imperméable, il y a des moments où on se fait avoir, on ne voit pas tout, ça va de soi. Mais en général, on sent la menace. On voit, ça c'est pas normal. Bon. Et les gens d'aujourd'hui ne voient pas. Quand je citais l'exemple de Poutine, pourquoi dans les milieux patriotes on se raccroche à Poutine ? Parce que simplement ils n'ont pas cette formation catholique, ils ne comprennent pas la notion du péché, de la faute, que ce soit au niveau d'un pays ou au niveau d'une personne. La faute de 1917, révolution bolchevique, Marx a dit qui ne peut être effacée que par un acte
de confession, et qui est la consécration de la Russie au Sacré-Cœur Immaculé de Marie. C'est ce qu'elle demandait lors de l'apparition au Portugal. Et les gens sont à des années-lumière de ça. Ils ne comprennent pas qu'une faute doit être absoute. Et une faute spirituelle ne peut être réglée que d'une manière spirituelle, pas par de l'argent, des diplômes. Et donc, pour ensuite donner un signe d'espoir pour la France, c'est donner un signe d'espoir, mais qui ne peut pas être matériel. Le renouveau reviendra aussi par le matériel, mais il n'est qu'une conséquence d'un renouveau qui d'abord est en amont. Et c'est ce que disait le Christ à Sainte Marguerite de Marie, je régnerai malgré mes ennemis, suivi d'un déluge de grâce matérielle, ça c'est fort possible, mais le renouveau de la France ne viendra que lorsqu'elle reviendra, là c'est la phrase n'est pas de moi, du pape Saint-Pédis, lorsque la France reviendra vers les fonds baptismaux de Reims. C'est ce qu'il a prononcé devant un discours prononcé devant les évêques en 1911. Il a dit que la France reviendrait vers les fonds baptismaux de Reims, c'est-à-dire sur sa mission héritée de Clovis. Voilà. Donc il y a un espoir, et l'espoir c'est même pas un espoir, c'est une certitude pour moi. Une certitude, donc je vous dis simplement, on va le payer cher. Et ça se fera dans la douleur. Ça se fera dans la douleur. Partie même de l'humanité connaîtra un mauvais sort. Ça sera pas uniquement français, hein, c'est planétaire. Avec quelques jours de ténèbres.